Je pense qu'il est temps maintenant de poursuivre les exposés et d'appeler Claude Bertrand, chirurgien au Centre hospitalier universitaire de Montgodine en Belgique, et qui va nous parler de la cure des grandes éventrations et de la place de la laparoscopie. Voilà, bonjour, merci de l'invitation. Le rôle qui m'est dévolu aujourd'hui, c'est de vous parler de cure de grandes éventrations et là-dedans de la place de la laparoscopie. Alors, l'éventration, ce n'est pas un petit problème. En 2003, une étude de l'HAS démontrait qu'il y avait 18 000 cures d'éventration en France. Aux États-Unis, c'est 150 000 cures d'éventration par an. On parle même de 200 à 250 000 maintenant. D'un point de vue historique, il faut distinguer 1960, qui est l'avènement des prothèses et qui a fortement diminué le taux de récidive, et puis en 1990, l'avènement des prothèses bifaces qui vont permettre des approches mini-invasives. Les enjeux, deux choses. D'une part, la récidive, et d'autre part, tous les problèmes locaux de cicatrices, les séromes, les déhiscences, etc. Ce sont les deux éléments qui doivent juger, qui doivent être les critères de résultat. J'insisterai plus sur la récidive. Alors, la définition, tout d'abord, ceci c'est la classification de l'EHS. Je vais me concentrer sur les éventrations de la ligne médiane. Et alors, les grandes éventrations, on parlera d'une largeur donc, transverse d'au moins 4 cm et de façon très stricte, il faudrait parler uniquement des lésions de 10 cm et plus. Alors, les principes de traitement, je vais passer, ce sont des choses que vous connaissez, la prise en charge générale, les traitements locaux. Ne pas négliger la possibilité d'un traitement conservateur chez les patients avec des facteurs de risque importants, en sachant que le risque d'événement aigu est de 2,5% par an, ce qui personnellement me semble peut-être un peu beaucoup, mais ce sont les chiffres de la littérature. Dans le principe, il faut une prothèse à tous les coups, sauf collet de moins de 2 cm ou plaie vraiment contaminée. La résection intestinale n'est pas nécessairement une contre-indication, mais ça peut quand même plaider pour du matériel biologique. Et puis je vais vous donner quelques éléments de terminologie. Je suis désolé dans une académie française d'utiliser pas mal de termes anglais, anglo-saxons, mais ils sont assez évocateurs. La technique principale, c'est la pose du matériel prothétique en arrière des muscles grand droit ou en arrière du péritoine, et donc c'est ce qu'on va appeler le sublé. Onlay, c'est au-devant des muscles grand droit. Inlay, c'est entre les berges du sac hernière. Et underlay, c'est dans la cavité abdominale. Alors là, pour que les choses soient tout à fait simples, il y a une dénomination très couramment utilisée, qui est l'IPOM, intrapéritonéal onlay mesh technique. Ce n'est pas du tout une onlay, puisque c'est une sublay, sauf que si on regarde de l'intérieur, c'est une onlay. Donc la terminologie dans la chirurgie de la paroi des éventrations n'est pas toujours simple. Les techniques, un bref rappel, le Rivstopa, vous connaissez très bien. C'est une technique de référence avec prothèse et qui va donc disséquer toute la ponévrose postérieure des grands droits jusqu'au niveau de la ligne semi-lunaire, fermer la ponévrose postérieure et interposer un matériel prothétique. Alors, il y a deux évolutions principales qui évoluent actuellement dans la littérature. C'est le clivage des muscles abdominaux. Et alors, il peut se faire de façon antérieure ou postérieure. Dans la technique antérieure, en fait, on va inciser ici l'insertion de l'oblique externe sur la gaine du grand droit, de façon à pouvoir mobiliser plus largement le muscle grand droit, et on va avoir un gain qui passe jusqu'à 10 cm de possibilité de mobilisation à hauteur de la taille. Cette technique, vous voyez, nécessite d'avoir un passage sous-cutané, donc on va avoir des lésions des perforants qui vont amener des problèmes de sérum, d'infection beaucoup plus fréquents. Et donc, cette technique de Ramirez a eu deux variantes. D'une part, c'est l'introduction d'un matériel prothétique en plus de la cure en elle-même. Et d'autre part, c'est de faire ce clivage non pas par un large décollement cutané, mais soit par une petite incision qui peut être parombilicale ou qui peut être sous-costale, et de sectionner la gaine de cet oblique externe. Il y a aussi une technique endoscopique où on va insuffler, comme on fait en rétropéritonéal, on va insuffler entre les plans musculaires et couper cette insertion.
Sans prothèse, jusque 50% de récidive, elle diminue très fort avec prothèse, et l'épagne des perforantes a diminué très fort les complications. La technique d'un clivage postérieur va dans ce cas-ci en fait sectionner le muscle transverse, abdominis transversus. Donc on voit ici la gaine postérieure des grands droits. L'insertion de l'oblique interne est sectionnée de façon à découvrir le muscle transverse qui va être sectionné sur toute sa hauteur juste au niveau de son insertion. Alors ça s'appelle donc transverse abdominis release et ça permet une excellente mobilisation. Vous voyez ici le muscle transverse qui est là, son moignon d'insertion qui est ici, et la plaque est positionnée au-devant du péritoine et du fascia transversalis, juste en arrière des muscles transverses, et elle peut aller très très latéralement jusqu'au niveau des psoas. Alors, deux techniques que je cite, parce que parfois il y a des choses simples qui peuvent sauver des situations. C'est l'autoplastie selon Lazaro, et en fait il utilise le sac d'éventration et la gaine des droits pour faire une plastie et pour permettre une cure. Une variante est avec l'interposition d'un matériel prothétique en sublé, donc en arrière des muscles ventraux. Une autre technique qui est simplement le fait de mettre par voie de laparotomie une plaque intra-abdominale et de refermer le défect au-dessus de cette plaque. Alors le principe de la laparoscopie, c'est d'une part, ça c'est quand même important, un débord de 3 cm, ce n'était pas le cas auparavant et vous verrez l'étude du club Célio. D'autre part, c'est la fermeture ou non du défect. En absence de fermeture, dans la littérature anglo-saxonne, vous entendrez parler de bridging. Et en cas de fermeture, vous entendrez parler d'augmentation technique. Ceci est donc le bridging, ceci est la fermeture du défect ou IPOM+. Prothèse double face, le principe des fixations qui sont soit transpariétales, soit par agrafage, et le plus souvent d'ailleurs, je pense que c'est ce qui est recommandé à ce stade actuel, l'association des deux. Il y a de rares implications essentiellement liées à un abdomen postérieur. Alors les résultats, Célio versus Tommy, puisque c'est le sujet qu'on m'a demandé de discuter. En termes de grandes éventrations, c'est difficile de cibler les choses. Si vous prenez les éventrations conventionnelles, on sait déjà depuis longtemps qu'en termes de récidive, c'est similaire. En termes d'infection, il y en a moins avec la laparoscopique. En termes d'infection avec retrait de matériel prothétique, c'est plus performant également. Et donc la Cochrane a confirmé ce taux de récidive identique, la diminution des complications, une récupération plus rapide, mais malgré tout un risque majoré de plaie digestive. En 2011, c'est-à-dire l'année où on a débuté l'étude du club Célio, il n'y avait pas vraiment de résultats comparatifs sur l'impact de la fermeture du défect abdominal. Il y avait des séries descriptives, non comparatives, et donc on s'est proposé de faire une étude à ce moment-là. C'était difficile de mettre les chirurgiens autour de la table et leur faire concevoir une étude randomisée. Donc on a fait une étude observationnelle prospective de tous les cas consécutifs opérés par voie laparoscopique. Ça, je vous passe. Il y a eu 384 patients, dont la moitié étaient d'hernie incisionnelle, pratiquement et sans qu'il y ait de connivence, de façon le défect ouvert et fermé sur deux groupes équivalents. Il n'y a aucune différence entre les groupes, sauf qu'on va avoir plus d'éventration avec un diamètre de plus de 4 cm dans le groupe avec un défect fermé. Le taux de récidive est exactement le même. Le taux des autres complications, on confirme la littérature, très peu de sepsis, très peu de sérome, très peu d'hématome, et aucune différence entre les techniques à défect ouvert, donc bridging, ou défect fermé, donc augmentation technique. Si on prend les défects de plus de 4 cm, et c'est pour ça que je pense qu'on peut les inclure dans la discussion des grandes éventrations, eh bien, on a quand même une tendance, elle n'est pas significative dans notre étude, à avoir un taux de récidive plus important pour les défects ouverts. Mais à ce stade, on ne peut pas démontrer cette chose encore. Alors, puisqu'on parle de défect, de fermeture ou pas de fermeture, il est certain que la surface, l'étendue du défect va être un élément probablement important du pronostic. Et Philippe Oters a repris sa série et l'a analysé de façon très élégante.
en démontrant qu'un défect de plus de 4 cm était significatif, hormis le fait que ce soit une éventration, l'obésité, la surface du défect, et surtout le rapport entre la surface de la prothèse et la surface du défect, qui était en analyse multivariée le seul facteur de référence significatif pour son étude. Je ne retrouve pas tout à fait la même chose dans d'autres études. Ici, une grosse étude sur 1200 malades. Vous voyez des défects à peu près similaires en termes de diamètre au nôtre, des rapports entre la surface de prothèse et surface de défect malgré tout très élevés. Le taux de récidive il est le même et le rapport de ces surfaces est le même dans les deux groupes. Mais malgré tout, ça reste vraisemblablement un point qu'on doit garder à l'esprit dans nos cures d'éventration. Et puis la surface du défect, c'est encore quelque chose de très relatif. Et quand on va parler de dernier, de grandes éventrations, je pense que dans les études, on compare des choses qui sont parfois très différentes. Je vous donne ici les surfaces de défect sur une étude comparant des abords ouverts avec clivage des muscles. Vous voyez que les surfaces sont de 500, 400 cm². Donc on parle quand même d'éventrations beaucoup plus importantes. Il y a une seule revue de la littérature qui se consacre uniquement aux grandes éventrations et avec une définition très précise puisque c'est plus de 10 cm égal ou à 10 cm de largeur du défect. Alors dans cette étude intéressante, on confirme que la laparoscopie, ce ne sont que des bridgings dans cette étude, il n'y a pas de défect fermé, mais très peu de complications de paroi, presque très peu d'infections de paroi, un taux de récidive de 5,6%, ce qui n'est pas très différent des autres, mais si on y incorpore le suivi, visiblement malgré tout, le taux de récidive annuel est de 3% pour la laparoscopie, alors que pour certaines techniques comme le bridging par laparotomie, il est de 0,5% et les component separation, il est de 2,5%. Mais dans cette revue, il n'y a aucune étude randomisée. Donc on ne peut pas être sûr, ce sont toutes des hernies de plus de 10 cm, mais je pense que probablement dans la littérature sur la component separation, on n'a pas tout à fait les mêmes patients que dans la littérature sur les laparoscopies. Il n'y a aucune mention de l'augmentation technique. Et là je vous donne une série belge, on est aujourd'hui très branché Belgique, qui est celle d'un collègue de la Louvière, chez Lala, qui a depuis très longtemps opté uniquement pour une technique très précise de fermeture du défect avec plaque intrapéritonéale. Il a un suivi moyen de 78 mois pour 80% des malades et le taux de récidive est de 4,7%. Il augmente bien sûr pour ce qu'on appelle les grandes éventrations, mais avec des taux qui malgré tout sont encore tout à fait acceptables. Et d'un point de vue pratique, ce qu'il propose, c'est au moins jusqu'à 8 cm d'abord laparoscopique exclusif, avec fermeture, ça c'est sa politique, mais on peut en discuter. Au-delà de 8 cm, une technique éventuellement hybride, on peut associer la laparoscopie avec une fermeture de l'orifice, et au-delà de 15 cm, les techniques de laparotomie et de clivage musculaire. Alors je prends ici une méta-analyse du BJS sur la fermeture ou non du défect, non pas dans les grandes éventrations, mais dans toutes les hernies ventrales et incisionnelles. Malheureusement, ils n'ont pas distingué les vraies récidives de ce qu'on appelle le bulging, etc. Il y a malgré tout un trend en faveur de la fermeture du défect. Ceci dit, si j'analyse cette méta-analyse de façon un peu plus ciblée, vous voyez que les diamètres et les surfaces sont de l'ordre de 96 cm², 37 cm², etc., 41. Donc rien à voir avec ce qu'on a vu dans les publications de component separation. Donc on doit quand même se méfier. Si je devais choisir une référence en matière de résultats, je vous proposerai cette étude du Cleveland qui, à propos de 347 interventions par posterior component separation, vous voyez que la surface du défect est de 600 cm, donc ça fait quand même quelque chose de conséquent. Et avec un suivi de 80% des malades qui ont été suivis à plus de 18 mois et un suivi moyen de 30 mois, ils ont 13 récidives, donc une survie sans récidive de pratiquement 90 à 95%.
je pense que ça reste probablement dans la littérature une référence en matière de résultats. Les patients sont différents. Je vous montre par exemple ici un patient, je ne sais pas ce que vous pouvez faire avec ça. Il a été opéré d'une péritonite avec Hartmann, puis rétablissement, puis on lui découvre un cancer du rectum, opéré de son cancer du rectum, avec iléostomie, fermeture de l'iléostomie, on l'adresse pour une hépatectomie, on fait un 6-7 par voie laparoscopique, heureusement les taches mésocoliques étaient libres, et on se retrouve avec un patient qui a des orifices de la ligne médiane qui vont de 4 à 6 cm, un orifice de l'iléostomie qui va à 4 cm, un orifice de la colostomie de 4 cm également. Je pense que par voie laparoscopique, on va atteindre les limites, et ce patient a eu donc une transverse abdominis release avec un excellent résultat, mais mise en place de prothèses de 30 cm x 30 cm, plus une deuxième de 30 x 20, donc vraiment quand même une dissection extensive. En conclusion, je pense qu'on peut dire, la définition stricto sensu, la grande éventration, ce sera plus grand ou égal à 10 cm. Toutefois, je pense qu'on peut certainement s'intéresser à toutes les éventrations au-delà de 4 cm, en tout cas pour la chirurgie laparoscopique, et je pense que les futurs travaux devraient porter sur ces éventrations-là. L'importance de la préparation du patient, ça fait partie de la prise en charge générale. Le rôle incontournable du matériel prothétique, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui en doute. La laparoscopie a des avantages certains chez l'obèse, en taux d'infection de paroi, en termes fonctionnels, durée de séjour, transit et éventuellement aussi l'impact esthétique, puisque vous n'avez pas cette laparotomie médiane qui est souvent kyphopubienne. Elle a quand même des limites. Il y a des contre-indications à la laparoscopie, ça existe. Le risque de plaie digestive est un élément qui peut être très important. Elles sont globalement très rares au point d'avoir moins d'infections que dans les autres techniques, mais je peux vous dire que quand ça arrive, c'est un malheur total. Il y a le problème du bulging, donc cette espèce de protrusion abdominale lorsqu'on laisse le défect ouvert, qui est très mal apprécié, qui est très mal évalué en termes de qualité de vie. Et puis il y a le problème du diamètre, à partir de quel diamètre on devrait s'arrêter de faire la laparoscopie en fonction de ce rapport surface-prothèse, surface-défect. On n'a pas encore toutes les réponses à ça. Donc les questions non résolues pour la laparoscopie, c'est certainement cette fermeture du défect et son impact sur des tas d'éléments. Il y a aussi le type de fixation, le type de matériel prothétique, en sachant qu'au jour d'aujourd'hui se développent également des techniques laparoscopiques où on va reproduire les component separation, donc le robot est pour ça d'une utilité peut-être importante, on ne le sait pas au jour d'aujourd'hui, donc il y a encore beaucoup d'évolution. Les techniques ouvertes restent quand même tout à fait valides et c'est certainement un choix. On sait qu'on a des risques pariétaux qui seront plus importants, mais ça reste un choix qui peut être incontournable et je pense qu'il est difficile aujourd'hui de se faire une idée parce que les séries ne sont pas les mêmes, suivant qu'on parle de component separation et d'abord purement laparoscopie. Lorsque l'on fait une technique ouverte, toujours commencer par un stop à rives. Si ça suffit, c'est parfait. Si nécessaire, on va faire un clivage musculaire et au jour d'aujourd'hui, on va probablement donner un choix préférentiel pour le clivage postérieur avec section du muscle transverse. Il n'est pas inutile pour tous les chirurgiens de connaître des astuces plus simples et donc je rappelle la technique du sandwich qui est finalement d'une conception extrêmement simple et les quelques toutes petites séries sont très favorables, donc un geste simple parfois ça n'entraîne pas grand chose et donc ça peut être très intéressant, ou alors carrément d'ouvrir l'éventration, de mettre une plaque intra-abdominale, de bien la fixer par des points transpariétaux, de fermer la paroi le mieux possible en antérieur et les résultats des quelques études avec ces techniques-là ne sont pas mauvais non plus. Finalement on est un peu déçu parce que c'est une pathologie fréquente et on se rend compte qu'il y a beaucoup de questions, qu'il y a très peu d'études randomisées, donc on est un peu déçu. Et si je peux conclure, je reprendrai simplement la conférence de consensus publiée dans Annals of Surgery, où il vous donne toute une série, et ce n'est pas encore complet, d'études potentielles dans le cadre des éventrations. Je vous remercie.
Merci Claude pour cette présentation. Bon, tu l'as dit un peu de façon liminaire à la fin. Bon, c'est quand même une chirurgie très difficile pour laquelle nous avons quand même une grande marge d'amélioration. Parce que je le dis d'autant plus volontiers que le Club CELIO a fait la première étude prospective multicentrique sur les cures de hernie antérieure et les cures d'éventration par rapport à cystoscopie. Donc à l'époque, on était enthousiaste. C'est du best. Ils ont mal, ça va arriver, on ferme le trou, ils sortent tout de suite. C'est toujours pareil avec la CELIO, c'est beaucoup mieux. Bon, finalement, cette étude est sortie de l'année dernière il y a 12 ans. Mais quel est le bilan? Ils ont mal. Parfois, ils ont mal de façon prolongée. On n'a pas des résultats esthétiques satisfaisants, parce que quand on dit est-ce qu'il faut fermer les berges ou ne pas les fermer, mais même quand tu les fermes, tu n'as pas forcément un bon résultat esthétique. Et en plus, sur la solidité, ça je crois que l'étude de Philippe nous a bien montré qu'il fallait vraiment des bordeaux défects et tout ça, mais pour autant, les études concernant la laparoscopie ne sont pas très convaincantes sur les résultats à distance. Les effectifs sont faibles, les recours sont pauvres, etc. Et donc, je trouve que pour un chirurgien laparoscopiste, la cure d'éventration, c'est un défi en termes de temps, de risque sur la viscérolyse, tu l'as dit, et de résultats sur la solidité et de résultats esthétiques, parce que ça compte beaucoup pour les gens, les résultats esthétiques, plus que pour nous. Alors, je ne dis pas qu'on va le faire, hein, je n'ai pas une critique, ce que je dis, mais je voudrais quand même mettre le point sur le fait qu'on a des progrès à faire dans ce domaine, et tu l'as dit, je crois qu'il y a vraiment matière à faire des études pour améliorer les choses en termes d'efficacité et de confort et de prise en charge. Est-ce que vous avez des questions? Xavier Martin. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est une chirurgie qui est difficile et qui devient, je pense, de plus en plus spécialisée. Je vois pour une discipline comme la mienne, l'urologie, on ne fait plus de lombotomie. Donc on fait très peu de laparotomie. Et finalement, ces grandes éventrations sont très rares. Avant, on avait l'habitude de reprendre ses propres éventrations. C'était plus courant, ça allait peut-être mieux faire. Et maintenant, ça devient difficile. Donc je pense qu'il est important d'avoir des centres de référence qui connaissent très bien cette chirurgie, où on peut confier ce type de malade qui devient maintenant des malades très difficiles. Je répondrai d'une part pour vos éventrations sur les lombotomies. Je pense que la laparoscopie est probablement très intéressante dans toutes les éventrations latérales, où on peut aller jusque sur le psoas pour implanter une plaque avec un résultat fonctionnel qui peut être pas mal. Moi, je serais moins pessimiste que Hubert sur la laparoscopie. Alors, il y a probablement à définir la limite de diamètre des éventrations qu'on peut traiter, que ce soit en bridging, et peut-être une autre limite avec fermeture du défect. Je pense que là, on n'a pas encore la réponse. Mais je peux vous dire malgré tout que le délabrement pariétal, etc. de la laparoscopie, et ça toutes les études le montrent, c'est bien l'esthétique, mais s'il y a une infection de paroi ou quoi, c'est quand même plus fréquent avec les laparotomies, c'est souvent d'excipropubienne. Si tu veux vraiment faire un bon stopari, tu dois remonter largement au-dessus et en dessous de l'éventration. Donc le gain fonctionnel est quand même très appréciable, mais je ne peux pas vous dire jusqu'où on peut aller dans cette technique laparoscopique. Si vous voyez par exemple les résultats de chez Lala, il y a quand même dans les cures d'éventration de 10 jusqu'à 15 cm, c'est moins de 10% de récidive. Alors toujours le problème, le taux de suivi, comment on a analysé les récidives, est-ce qu'on a fait des scanners, etc. C'est extrêmement complexe, mais malgré tout, je pense que c'est important. Avec par ailleurs, de toute façon, il y a des techniques alternatives qui sont ces clivages musculaires qui permettent de reformer une paroi musculaire complète, et ça c'est probablement meilleur au niveau physiologique. Et là, la CELIO est toujours là, en sachant que maintenant on décrit des techniques tout à fait similaires, mais pour aller chercher dans le coin et vers le haut le muscle transverse après avoir fait une dissection d'apénévrose postérieure, le robot peut être un outil, mais là on est une étape trop loin.
pour vraiment en discuter. Si vous permettez, c'est le commentaire que je voulais faire. C'est que là, on a une phase intermédiaire. Je pense que le robot va mettre d'accord les célioscopeurs et les gens qui font de la technique. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie des critiques que tu donnes à la célioscopie, c'est qu'on met la prothèse en intrapéritonéal et on ne la met pas en sous-péritonéal. Et avec le robot, les célioscopeurs vont pouvoir mettre la prothèse en sous-péritonéal, donc avec beaucoup moins de tension, beaucoup plus. Vous allez pouvoir faire, nous allons pouvoir faire, avec le robot, les mêmes techniques qu'en open. Notamment, quand en célioscopie, quand on met une prothèse, on est très gêné pour le mettre la prothèse de son côté de ses yeux. Parce qu'on a des outils directs qui ne sont pas articulés. Avec le robot, avec les outils articulés, on va pouvoir faire des techniques beaucoup plus élaborées qui ressembleront de très près aux techniques open, avec les avantages de la technique open et avec les avantages de la laparoscopie. Philippe, tu voulais dire un mot? On parle beaucoup robot, mais les techniques qui sont faites par le robot sont très bien réalisables dans la laparoscopie conventionnelle, même si on est moins confortable. Il y a un autre élément, c'est la vision 3D du robot, qui est un avantage énorme que l'on peut avoir avec des vidéolaparoscopies 3D. Donc je crois que robot versus laparoscopie, c'est pas vraiment le même débat. Il y a un peu de marketing derrière tout ça. D'autre part, la technique de TAR et l'indication initiale, c'est pas des éventrations médianes. C'est de permettre de préparer dans un même temps une éventration médiane avec une éventration latérale. Et à ce moment-là, vous avez le même point d'abord qui est antérieur qui vous permet de déborder latéralement. Et maintenant, avec l'avènement de la laparoscopie, on transforme des indications qui étaient des indications de stoppa en des indications de TAR. Parce qu'en laparoscopie, si vous voulez fermer des grands défects et mettre une prothèse en position rétropéritonéale, vous êtes obligé de faire un TAR. Et donc, on a peut-être une tendance à traiter ou surtraiter ces patients, alors qu'une technique antérieure beaucoup plus simple serait tout aussi valable. Il y a matière à débat. Je pense que la limite du stopparif, à mon avis, ça va être la limite de la laparoscopie. Ça, c'est mon avis. Maintenant, il n'y a aucune étude randomisée qui nous permet de le dire de façon vraiment claire. Le gold standard actuellement en Europe, pour une chirurgie de une éventration médiane, si on n'arrive pas à fermer le défect, ça reste quand même la composante antérieure. La plupart des chirurgiens en Europe, que ce soit en Hollande, en Belgique, en Allemagne, reste plutôt favorable à la composante antérieure qu'à la postérieure. Je parle des éventrations médianes. S'il y a une éventration latérale, le sujet est complètement différent. C'est deux choses différentes. Oui, très rapidement. Les limites qu'observe le chirurgien dans la difficulté de traiter ces éventrations, c'est essentiellement la difficulté de l'adhésiolyse. Un gros défect peut être traité aisément par une prothèse intrapéritonéale de très grande taille. Mais on peut passer 2-3 heures quelquefois dans le cas que vous avez montré pour libérer les adhésiolyses après une péritonite stercorale ancienne ou des choses comme ça. Et les limites que j'ai vues, moi, ces techniques que j'ai pratiquées de façon très régulière, avec beaucoup de satisfaction, dans l'utilisation des grandes prothèses, c'était la difficulté de l'adhésiolyse. Et qui demandait quelquefois 2 heures, 3 heures. Et si elle est faite trop rapidement, peut aboutir à des catastrophes de perforation. C'est un tendon d'Achille de la laparoscopie. Parce que cette adhésiolyse est plus risquée en laparoscopie que en laparoscopie. Ah oui, oui, mais elle peut être très difficile. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va clore notre séance. Je remercie les orateurs pour la qualité de leur travaux. Et je remercie encore le Club Célio pour sa dynamique. Et vous donnez rendez-vous, je ne sais pas, peut-être dans 2 ans. La semaine prochaine, il y a une séance d'orthopédie sur la révolution de l'orthopédie au XXIe siècle avec les jeunes orthopédistes.